L'artiste s'inspire et crée. Il demeure tout aussi libre de faire ses propres choix bien à lui. Non, je ne défends pas votre position, très chers opposants, j'en viens. Oui, il est tout cela à la fois. Mais tout cela ne lui donne pas le droit d'en être maître pour autant. Et si vous ne savez pas ce que je veux dire par maître, eh bien, ça caractérise tout bêtement ce lien de possession totale entre les deux. Alors que non, ce n'est nullement le cas. Vous vous demandez sûrement où je veux en arriver. Oui, l'artiste lui-même ne sait pas où il va, ni ce qu'il fait. Vous n'êtes pas malin? Je m'en charge. Tenez, prenons l'exemple d'un poète. Au début de son œuvre, le poète choisit des mots pour évoquer certains sentiments, mais très vite le processus s'inverse. Le poète devient presque le spectateur de l'accomplissement de son propre chef-d'œuvre. Je résume tout ceci dans une simple et brève question dite comme ça. Comment veux-tu attribuer une œuvre à la vie personnelle de son auteur alors que l'artiste lui-même baisse les armes et accepte d'être dépossédé par celle-ci pour qu'il te la tende sur un plateau en or et qu'elle te soit accessible? Très chers opposants, je vous prie d'avoir votre cours de logique près de vous parce que ce raisonnement est vraiment absurde. Et comme a dit André Malraux, et je cite, « L'œuvre surgit dans son temps et de son temps, mais elle devient œuvre d'art par ce qui lui échappe. » Merci. Comme James Joyce le dit si bien, ce qui importe par-dessus tout dans une œuvre d'art, c'est la profondeur vitale de laquelle elle a pu jaillir. À bon entendeur, salut. Monsieur le directeur, messieurs, dames les jurés, chers auditoires et chers opposants, bonjour. C'est plus qu'un honneur pour mes camarades et moi de débattre une seconde fois parmi vous cette année d'un sujet aussi fort sympathique que celui qui le précède. Un sujet culturel qui est la relation entre l'artiste et son œuvre. Qu'est-ce que l'art? L'art, mesdames et messieurs, est une création inspirée d'une vérité vécue. L'art est une thérapie qui aide à extérioriser ses démons les plus profonds. L'art est un épanouissement personnel, parce que l'art nous permet de nous évader. C'est notre échappatoire à nous tous. Si vous dites que l'œuvre d'un artiste doit être démunie de toute vie, c'est que vous ne faites pas la différence entre l'artiste et l'artisan. L'œuvre d'art porte nécessairement, et je dis bien nécessairement, la trace de subjectivité de son auteur. C'est-à-dire que l'artiste, en dehors de son savoir-faire, va laisser l'empreinte de sa vie personnelle. Car l'artiste est là pour déranger, inquiéter, remettre en question, déplacer, faire voir, faire entendre le monde dans lequel il vit. Et ce, en utilisant tous les moyens à sa disposition. Or, pour que cela puisse advenir, il doit d'abord et avant tout poser un geste qui va le déranger lui-même, l'inquiéter lui-même, le remettre en question lui-même, le faire voir lui-même, le faire entendre lui-même, car l'artiste doit être à la fois le pont et le ravin. La meilleure manière pour un artiste de respecter son spectateur, c'est de le croire plus intelligent que soi-même. Nous ne sommes pas là pour servir. Nous ne sommes pas là pour réussir. Nous ne sommes pas là pour divertir. Nous ne sommes pas là pour recommencer. Nous sommes là pour impliquer. Et si l'artiste devait être un mot, il serait le mot pli, qui se retrouve dans plier, déplier, replier, impliquer, compliquer, expliquer, dupliquer, appliquer et enfin amplifier. Ouvrez grand les oreilles, chers opposants. Le succès d'un artiste se résume à sa vie personnelle. Permettez-moi de cadrer ce débat et d'anticiper les faits. Évitez dans vos prochaines interventions de nous parler des soi-disant artistes, les hadadaïdaï, les seis ou encore les wesh alors, et parlez-nous de vrais artistes dont l'œuvre est source d'émotions, de sentiments ou de transcendance. Avant de finir mon intervention, je tiens tout particulièrement à remercier le Club Débat qui s'est porté volontaire de remplacer l'équipe avec laquelle on devait débattre. Merci.
Permettez-moi de rectifier une de vos informations. On ne dit pas que l'œuvre doit être diminuée de vie, mais de la vie de l'artiste. L'artiste, quel qu'il soit, est une personne qui crée, invente et innove. L'artiste est étrange, l'artiste est mystérieux. On n'arrive jamais à cerner sa vraie personnalité. Beaucoup d'entre nous, malheureusement, croient à tort que l'artiste, c'est son œuvre. Gardez-vous, mesdames et messieurs, de tomber dans une telle confusion. Car si l'artiste déverse une partie de lui-même, de son âme, de son vécu, de ses expériences dans son œuvre, et si l'on peut évoquer la vie personnelle de l'artiste pour comprendre son œuvre, on ne peut en aucun cas réduire l'œuvre de l'artiste à la simple expression de sa vie personnelle. Je ne dis pas que tous les artistes sont bipolaires ou schizophrènes, parce que comprenez ceci, l'homme et l'artiste sont deux personnes différentes. Charles Baudelaire a bien dit « Malheureux peut être l'homme, mais heureux l'artiste que le désir déchire. » Alors oui, si vous voulez apprécier une œuvre à sa juste valeur, ne la voyez jamais du côté de la vie de l'artiste. Ne voyez jamais l'artiste, mais voyez le message de l'artiste derrière l'œuvre. Comme l'a si bien exprimé Gautam Ephraim Lassing, on ne fait vraiment l'éloge d'un artiste que quand on parle assez de son œuvre pour oublier de louer sa personne. De plus, si nous devions boycotter tous les artistes qui ne correspondent pas à nos critères de bienséance ou je ne sais quoi, croyez-moi, il y a longtemps que nous aurions jeté toutes les œuvres cinématographiques que nous regardons, brûlé toutes les œuvres littéraires que nous lisons et interdit tous les tableaux qui garnissent nos murs et attirent tant de visiteurs dans nos musées. Il y a longtemps que notre patrimoine culturel aurait été bien plus appauvri. En effet, si je suis votre logique, vous n'auriez jamais dû étudier les œuvres de Guy de Maupassant, vu qu'il se droguait au hashish et vu qu'il était un toxicomane. Conclusion, vous vous contredites. Alors il vaudrait mieux pour vous de revoir votre position et rapidement. Merci. Chers opposants, premièrement, ma camarade a dit démunis et non pas diminuer. Deuxièmement, je vois que vous ne comprenez pas vraiment le sujet du débat parce que vous l'avez bien dit, vous ne ferez pas d'un tel sujet un sujet de débat, donc c'est normal. Troisièmement, vous avez dit que l'artiste s'inspire afin de produire. Et la meilleure chose dont il pourrait s'inspirer, c'est justement sa vie personnelle. Et cinquièmement, la question n'est pas de savoir si l'artiste est maître de son œuvre ou pas, mais on vous comprend, vous n'avez pas eu assez de temps pour préparer. Chère audience, si je vous dis comme si je n'existais pas, vous me direz ? Oui, chère audience, vous l'avez involontairement. Oui. Merci beaucoup, chère audience. Oui, chère audience, vous l'avez involontairement démontré. Les artistes influencent le public. Et en premier lieu, les adolescents que nous sommes. Alors que les conférenciers, les scientifiques et les intellectuels perdent leur temps à essayer de changer notre manière de penser, les artistes parlent au cœur. Pourquoi? C'est simple. Les humains sont dirigés par ce qu'ils aiment. Vous ne me croyez pas? Attendez, si nous étions assis devant un déjeuner et que je vous tendais un giga tacos poulet, sauce algérienne et du riz avec de la dinde, je parie que la majorité choisirait le tacos, non pas parce qu'on voudrait de la graisse en plus, mais parce que nous aimons les tacos. Et bien sûr qu'il y aura aussi la team muscu qui me dirait en vrai nous faisons de la musculation et nous aurons préféré le riz et la dinde, les protéines. Je vous adore et j'adore votre motivation et merci d'avoir prouvé encore une fois que j'ai raison, parce que si vous avez choisi le riz et la dinde, c'est justement parce que vous aimeriez obtenir une évolution corporelle. Maintenant que tout le monde est content et que nous sommes tous convaincus que l'artiste influence ses fans.
ne négligeons pas le fait qu'il doit faire attention à l'image qu'il renvoie, à ses actes, à ses gestes, à sa réputation, parce que ses fans s'inspirent de lui. Nous savons tous que aimer une œuvre implique la rejouer pas mal de fois, implique chercher le nom de l'artiste, implique chercher des informations sur sa vie personnelle, sur sa vie sentimentale, s'il a une petite amie ou pas, si vous aurez de la chance. Bref, après avoir entendu toutes ces implications, donneriez-vous à lire à votre enfant un livre écrit par un pédophile avéré? Je ne donne volontairement pas de nom, parce que la question là n'est pas de savoir si Lewis Carroll est un pédophile, ni de s'assurer si Saad El-Mjarrad est réellement un violeur, mais c'est de penser à un postulat. Un pédophile qui, imaginons, a été condamné après avoir produit plein d'œuvres qui ont connu un succès. Et j'ajoute que l'artiste est encore vivant afin d'éviter la piédestalisation. Vous sentez-vous capable de séparer, d'exclure, de départager la vie personnelle de l'artiste de son œuvre? J'en doute, à part si l'éducation de vos enfants vous indiffère. Bref. Pour finir, chers opposants, vous défendez une erreur. Et le pire, c'est que vous êtes toujours attachés. Merci. Bonjour. Bonjour. Vous savez, vos talents de prévision de nos propos nous inquiètent autant que le fait de vos arguments. Mais quel calvaire à essayer de joindre les différents points que vous énoncez. Déjà, il faudrait en trouver. Et aussi, je vous remercie de faire des copier-coller de l'Internet. Ça a été très intéressant. Sans vous, on n'aurait jamais entendu de choses comme ça. Maintenant, œuvre, vie privée. Relation. Oui, l'œuvre, on l'a, mais la vie privée, où est-elle? Comment trouver la vie privée d'un tel artiste? En faisant de l'illégal, en sortant de la norme et en mettant notre nez aux affaires des autres? Mais ce n'est pas possible, opposant. Au lieu de perdre du temps à fouiller les affaires des autres, perdez-le en quelque chose qui vous intéresse. Mettez des idées intéressantes dans votre cervelle. Comme ça, vous n'aurez jamais l'audace de défendre telle position. Et gardez en tête qu'on cherche à discuter des personnes, des idées, et non pas des personnes. Vous êtes des humains normaux, n'est-ce pas? Donc, tout ce que vous faites a une raison précise, c'est ça? Donc, à quoi sert d'étudier la vie privée d'une personne, chose que personne n'a le droit de faire, et enfin, les lier à ses œuvres? Est-ce pour censurer? Censurer ne fait qu'encourager, chers opposants. C'est une nature humaine. L'humain aspire toujours à posséder ce qu'il n'a pas. Donc, votre raisonnement est jugé illogique et insensé. Maintenant, imaginez une situation où la vie personnelle de l'auteur et ses éventuels engagements ne concernent en rien le domaine où il est actif, où il parle, où il écrit. On fait quoi? On relie ses œuvres à sa vie personnelle? Ben, je pourrais vous dire que vous êtes maintenant devant un dilemme, un choix cornélien. Parce que si vous répondez oui, c'est que vous faites des choses irrationnelles, impensées et insensées. Et si vous dites non, c'est que vous rejoignez notre position. Donc, je vous dis toujours, je vous cède mon cher pupitre pour se montrer irrationnel, comme toujours d'ailleurs, soit se montrer plus noble, avec un peu plus d'estime de soi et rejoindre notre position. Donc s'il vous plaît, arrêtez de venir sur pupitre et énoncer des idées et des arguments. Et énoncer des idées et des arguments aussi illogiques que contradictoires. Merci. Bonjour à vous, chers opposants. Alors, déjà, merci beaucoup pour le peu de conseils que vous nous avez donnés. Et s'il vous plaît, nous sommes dans le cadre d'un débat éducatif et arrêtez de nous critiquer car c'est du sarcasme déplacé. En plus de ça, vous êtes juste en train de maquiller votre manque d'argumentation. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à votre première séance d'art-thérapie.
Aujourd'hui, je vais être votre thérapeute. Ce qui m'envoie, c'est ce manque d'étincelle dans vos yeux. Regardez-vous, chers camarades, vous semblez épuisés, exténués. Vous passez vos journées à travailler sans cesse et vous vous sentez incapable d'en faire plus. Permettez-moi de vous aider à être détendu, de vous aider à lâcher prise, de vous aider à être en parfait accord avec votre personne. Désormais, il n'y a que vous et moi. Donc, focalisez-vous sur mes paroles et méditez. Prenez une profonde respiration et c'est parti. Je vais me glisser dans la peau d'une figure marquante du XXe siècle jusqu'à aujourd'hui. Après mon accident, je me forme moi-même à la peinture. Mes toiles sont mon propre reflet. Tout ceci malgré mon état physique plus que défectueux. En effet, j'ai les jambes disloquées, un rein rétracté et ma colonne vertébrale brisée. Je me suis retrouvée seule contre tous. Mon fiancé, Alejandro, m'a quittée. Ensuite, je suis tombée follement amoureuse du peintre Diego Rivera. Cette ordure suite à ces nombreuses infidélités, a réduit mon pauvre petit cœur en 1000 morceaux. Je présume que vous savez tous de qui je parle. C'est clair, oui, c'est clair. Qui serait-ce hormis notre très chère Frida Kahlo? Tous ces chefs-d'œuvre, et je dis bien tous, évoquent sa réalité. Elle a refusé de nous mentir, elle a refusé d'embellir les choses et surtout, elle a refusé de saupoudrer du sucre sur les faits et d'embellir les choses et de nous cacher la vérité. Et c'est ceci qui a fait sa force et la force de plein d'autres artistes, tout domaine confondu. Honnêtement, je ne pense pas, chers opposants, que si elle avait peint autre chose qu'elle-même, elle aurait un succès aussi faramineux. Car elle était, et elle est toujours, une inspiration pour des milliers, que dis-je, des millions de jeunes femmes à travers le monde. Elle a su jongler parfaitement et artistiquement avec le domaine politique, lorsqu'elle illustre par exemple son opinion sur le marxisme, ou encore lorsqu'elle a affirmé et assumé fièrement son orientation sexuelle. Mesdames et messieurs, plus l'artiste y mettra du sien, plus son œuvre sera puissante, car l'œuvre d'un artiste est et doit être considérée comme étant le reflet de sa vie personnelle. Et s'il vous plaît, arrêtez de faire semblant que vous ignorez le fait que vous avez tort, c'est puéril. Merci. Donc, chers opposants, on a peut-être un manque d'argumentation, mais pas autant que votre manque de logique, au moins c'est déjà ça. Et 7 jours par rapport à 2, je vous laisse faire la comparaison. Si le but de l'œuvre d'art est que l'artiste puisse partager sa vie, autrement cette vie ne sera plus personnelle. Chère audience, il me paraît profitable pour mieux comprendre le processus qui permet de violer la vie privée des citoyens et en particulier ceux qui constituent une menace quelconque pour l'autorité, qu'ils soient politiciens, hommes de lettres, génie scientifique ou artistes. Certes, cela peut paraître contradictoire, puisque tout pouvoir est censé s'appuyer sur des lois. Ou en analysant ces dites lois, on constate que la formulation des articles relatifs à la protection de la vie privée, même dans les pays qui se veulent démocratiques, laïques, manque de netteté et de précision. Le législateur qui institue le principe de la vie privée, en termes très généraux, se permet une marge d'interprétation selon le cas et les circonstances. Lesquelles circonstances privilégient la cause du pouvoir. L'exemple de la France avec l'article 9 du Code civil qui déclare « Chacun a droit au respect de sa vie privée ». Ce manque de netteté prête à diverses interprétations et on opte pour celle en faveur de l'État sous prétexte qu'elle a le devoir de protéger la société en transgressant la vie privée alors qu'en réalité on protège le système et ses propres intérêts. En effet, cher auditoire, il n'y a plus de limite claire entre la sphère publique, cet espace ouvert à tous dans la société, et la sphère privée, dont l'accès et la visibilité sont restreints. Et surtout à notre époque, et grâce aux nouvelles technologies. La sphère publique étant sous emprise du pouvoir, représentée, défendue et protégée par ce même pouvoir, lui autorise de gré ou de force de transgresser la vie privée, sous prétexte qu'elle porte atteinte à la sphère publique.
Ainsi, la vie privée est devenue une arme pour détruire tout citoyen qui constitue une menace quelconque pour le pouvoir, faisant fi de l'importance de son statut social, de son génie et de son œuvre d'art. Merci. C'est bien beau de dire que nous ne sommes pas logiques, mais malheureusement, vous n'arrivez même pas à le prouver. Bon, comme le dit le peintre Georges Bruno, et je cite, « L'art est là pour affirmer une autre dimension du présent et tenter de répondre à l'interrogation de l'homme. Donc l'artiste est là pour nous faire voir et entendre le monde dans lequel il vit. Et plus l'artiste mettra du sien dans son œuvre, le plus elle aura un impact sur son public. Maintenant que mes camarades vous ont défini qu'est-ce qu'un artiste, permettez-moi de vous exposer l'impact des artistes sur la société. Et comme on peut l'apercevoir, que la majorité d'entre nous s'inspirent de leur artiste préféré concernant leur physique, comme les coupes de cheveux, le style vestimentaire, ou encore le moral comme les pensées et les idées. Maintenant, permettez-moi de vous illustrer un peu plus mes propos par un artiste qui a fait ravage et qui, malgré ses trétas, est toujours parmi nous. Il est clair que je parle du roi de la pop, Michael Jackson, qui non seulement il a laissé son étoile dans The Walk of Fame, mais son nom est aussi gravé dans nos cœurs et nos esprits à tout jamais. Ou encore Angelina Jolie, qui pousse son public et le sensibilise à avoir le cœur sur la main grâce à ses œuvres caritatives. Maintenant que j'ai mentionné Michael Jackson, vous allez peut-être me sortir sa pédophilie. Mais si vous faites vos recherches, vous allez rapidement vous rendre compte que c'est des canulars. Et que lorsqu'on se souvient de lui, on se souvient de ses œuvres artistiques et non pas de sa prétendue pédophilie dans l'objectif de détruire un homme qui est devenu aussi important et dérangeant. Merci. Je vous réponds, il y a plusieurs œuvres qui se vendent à des millions de dollars et d'euros dont on ne connaît pas l'artiste. Ça s'appelle des œuvres inconnues. Nous sommes réellement hypocrites, mesdames et messieurs, et surtout vous, chers opposants, parce que nous ne cessons pas de critiquer et juger les artistes et leurs actes durant leur vivant, mais quand ils meurent, abracadabra, ils deviennent extraordinaires. N'avez-vous jamais fait l'éloge du grand Mozart, maître de la musique classique ? Pourtant, Wolfgang Amadeus Mozart ne remboursait pas ses dettes, était alcoolique, extrêmement dédaigneux et prétentieux. Mesdames et messieurs, quand vous entendez Johnny Depp, vous pensez immédiatement à Jack Sparrow des Pirates des Caraïbes, et non à l'individu sexiste, violent, misogyne et alcoolique qu'il est réellement. Quand vous entendez Léonard de Vinci, vous pensez immédiatement à la Joconde ou la scène de Milan, et non au fait qu'il était homosexuel ou autiste. Quand vous entendez le Caravage, vous pensez immédiatement à ses tableaux, tels le Saint Jean-Baptiste, et non au fait qu'il était délinquant, hors la loi et anti-religieux. Cet homme, rien que cet homme, prouve que vous avez tort et que vous tentez de défendre l'illogique et l'indéfendable. Car si l'œuvre était réellement la traduction de la vie personnelle de l'artiste, alors expliquez-moi pourquoi le Caravage, considéré comme le deuxième Michel-Ange de la Renaissance, a peint des centaines de tableaux à sujet biblique et religieux, sachant qu'il était anti-religieux et blasphémé souvent. Autre chose, quand vous entendez Leonardo DiCaprio, vous pensez immédiatement à l'acteur qui a joué dans Inception et Titanic, pas vrai, et non au fait qu'il est militant écologiste. Donc, arrêtez de vous mentir. Vous fichez littéralement du fait de la vie de l'artiste quand vous voyez un film ou lisez un livre. L'artiste peut être un individu exécrable, détestable, horrible. Cela ne veut pas dire que son œuvre le sera aussi. Comprenez ça, mes amis. Avez-vous cessé d'admirer une rose sous prétexte qu'il a des épines? Non, ben voilà. Sur ce, merci pour votre attention. Chers opposants,
Vous êtes en train de nous raconter une très belle histoire, à tel point que je pense que vous vous croyez dans un cours de philo. Nous sommes là pour argumenter, pour débattre. Mais ce que j'aime chez vous, c'est que vous assumez que vous avez un manque d'arguments. Et s'il vous plaît, essayez cette fois de nous mentionner les sources de vos informations. Chère audience, vous l'avez sûrement remarqué la dernière fois, la décortication est mon point fort. Donc permettez-moi de vous refaire une démonstration de mon talent. Et vous, chers opposants, écoutez-moi et prenez-en de la graine. Donc, je commence mon intervention par rappeler quelques petites définitions que je suis certaine que vous ignorez, d'après ce que vous dites. Un artiste est un individu faisant des œuvres et on remarque la créativité de sa production, de ses actes et de ses gestes. Je vous répète, de sa production, de ses actes et de ses gestes. Et quand vous êtes assez intelligent pour comprendre, rien que d'après cette petite définition, la vie personnelle de l'artiste est une grande partie constante de son œuvre et de sa carrière. Maintenant que cela est dit, passons à la vie personnelle, qui s'applique à la vie sentimentale, à la vie familiale, aux sentiments et aux émotions. Et donc, quand vous insinuez qu'il faut séparer, départager et exclure la vie personnelle de l'œuvre de l'artiste, vous êtes en train de le priver de sa liberté d'expression, de un. Et de deux, pour moi, c'est comme si vous dites que que pour les parents, lors du moment que nous détestons tous, le jugement du bulletin de leurs enfants, ils doivent exclure sa vie personnelle, sa vie familiale, ses sentiments et ses émotions, alors que nous savons par expérience que ça affecte et ça influence les notes et la discipline de l'élève. Et de trois, quand vous utilisez le terme ou le verbe « devoir », c'est que vous dites que quelle que soit l'œuvre de l'artiste, on doit exclure la vie personnelle, sa vie personnelle. Et donc du coup, si j'arrive à vous trouver une seule œuvre dont on avait inclus la vie personnelle et que le résultat était un bon résultat, un résultat magnifique, j'aurais démontré que vous avez tort. Donc, demain dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai, vois-tu, je sais que tu m'attends. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne. Nous savons tous qu'il s'agit de Victor Hugo. Et ce poème-là, ce poème que nous étions emmenés à l'apprendre pas mal de fois et qui a marqué le monde, était inspiré de la mort de sa fille. Donc du coup, on conclut de 1 et 2 et 3 que vous avez tort, chers opposants. Merci. Primo, nos sources d'infos sont les mêmes que les tiennes, Internet. Et secondo, il s'agit d'un sujet à nuances philosophiques. Alors évitez d'essayer de gérer nos interventions et gérez au moins les tiennes, les vôtres. Et votre phrase transitoire n'a aucune relation avec nos interventions, ce qui veut dire qu'ils sont préparés à l'avance. Donc essayez d'écouter s'il vous plaît, parce qu'ils ont dit parler est un besoin, écouter est un art. Alors, je ne perçois encore à l'horizon aucune raison expliquant votre entêtement, très chers opposants. Parce que jusque-là, la séparation entre une œuvre et son artiste ne semble pas, mais est sûrement logique et nécessaire. Car, non mais franchement, quand la vie personnelle de l'artiste et ses engagements ne concernent en rien son domaine artistique, il semble ainsi très normal de séparer les deux dimensions. Attendez, en fait, si je suis votre logique, je me perdrai. Donc, permettez-moi de trouver une solution pour vous convaincre. Ah oui, Despacito. Oh, me dites pas que vous ne connaissez pas cette musique. Ou que vous ne l'écoutez pas. Peut-être pas maintenant, mais personne ne peut nier que la chanson a carrément cartonné dans le monde entier. Ne dites pas, mes très chers opposants, que un parmi les chanteurs de cette musique a été blanchisseur d'argent. Oh et oui, Daddy Yankee a été blanchisseur d'argent et devant lui, Pablo Escobar paraissait comme un bébé.
La plupart d'entre nous ont vu Narcos, donc vous savez de quoi je parle. Mais s'il vous plaît, faites que notre contradictoire ne sache pas que ceci existe vraiment, parce que j'ai pas envie d'être méchante et de vous priver de vous défouler sur cette agréable musique. Non mais allons, vous me dites que vous n'écoutez pas les chansons de Selena Gomez parce qu'elle a été en désintox l'année dernière? Ou que vous n'aimez pas le petit « Ow » de Michael Jackson parce qu'elle a été pédophile, comme a mentionné mon très cher adversaire. Alors, et laissez-moi voir encore... Ah oui, Bob Marley. Bob Marley a vécu une réelle histoire d'amour avec la drogue, avec toutes ses formes. Alors, il était vraiment un addict, si on ne peut dire qu'il était un junkie. Et vous privez aussi d'écouter les merveilles de Malik Zayn. Oh, c'est désolant. Moi aussi, mais aussi, nul ne peut nier que la vie personnelle d'Edith Piaf n'avait rien d'enviable ni d'agréable à part ses chansons, bien sûr. Oh, c'est grave. Donc, permettez-moi, très cher d'opposant, de vous redire de prendre votre cours de logique et d'avoir un brin pour ainsi m'expliquer tout cela, parce que vraiment, je me perds dans ce grand nombre de vos arguments qui me semblent vraiment vides. Merci. Vous sortez les mêmes disquettes sans arrêt, bla 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 bla. Écouter est un art. Bref, s'il vous plaît, on parle pas de logique, car vous et la logique, ça fait deux. Chers opposants, je pense que vous êtes en train de porter préjudice à des millions d'artistes. Car sachez que la vie personnelle est tout ce qui nous touche de près ou de loin. Certes, vous pouvez me dire que l'artiste s'inspire d'autrui. Néanmoins, ça reste sa perception personnelle. Prenons l'exemple de Picasso, qui lui dessinait avec des couleurs chaudes lorsqu'il était heureux et des couleurs froides lorsqu'il était malheureux. À chacun sa vision des choses. Nous savons très bien que les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Ou encore, Arthur Rimbaud, l'un des plus grands écrivains de la littérature française, qui s'était inspiré de son chagrin d'amour. J'ai l'impression que vous n'êtes toujours pas convaincu. Laissez-moi vous guider. Dans le domaine musical, le blues, qui est apparu au XIXe siècle, était le fruit de l'expression de la souffrance et des déboires des populations afro-américaines. L'art trouve splendeur dans le vécu, et surtout dans les périodes difficiles. L'homme est plus productif. Donc ne me dites surtout pas que l'œuvre d'un artiste doit être considérée en dehors de sa vie personnelle. N'est-ce pas, Monsieur Nizar? Merci. Chers opposants, si écouter est un art, alors vous n'êtes pas des artistes. Car toutes vos ripostes avec cet humour tellement lourd et pesant ne sont pas tellement intéressantes, je m'excuse. Hélas, nous arrivons à la fin de ce débat. Nos arguments sont intarissables, certes, mais je me vois dans l'obligation de conclure. L'art apprend à voir. Il invente le regard du spectateur. Il faut juger l'œuvre par rapport à elle-même et non pas par rapport à son auteur. Il s'agit d'examiner l'idée proposée et concrètement réalisée par chaque œuvre, et non pas en fouillant dans la vie privée de son créateur. Ceci nous oblige, nous incite à découvrir de nouvelles idées de l'art. Grâce à ces nouvelles idées, l'art nous fait découvrir de nouveaux aspects de la réalité. Soyons concrets, vous voulez bien, chers opposants? C'est l'œuvre qui prime. Il ne faut pas que la connaissance de l'auteur nuise au jugement esthétique. Si une œuvre m'émeut, la première démarche n'est pas de savoir qui est l'auteur, mais de savoir pourquoi elle m'apporte quelque chose de différent. Un virement d'être, selon Bachelard. Si votre amour pour l'art se résume à juger avant de découvrir, je vous dirais que vos propos sont totalement absurdes. Polanski, Wagner, Céline, vous avez tous vu un des films du premier, écouté une symphonie du deuxième et lu
si ce n'est entendu parler du célèbre livre du troisième. Le premier est pédophile et les deux suivants étaient antisémites. Et pourtant, cela n'a empêché personne d'apprécier leurs œuvres d'art. Monsieur le directeur, honorable jury, très chère audience, j'espère qu'après cette prestation, on aura réussi à vous convaincre que la vraie beauté de l'art réside dans l'œuvre elle-même et non pas dans la vie de son auteur. Je terminerai par une citation de Balzac. Nous sommes habitués à juger les autres d'après nous, et si nous les absolvons complaisamment de nos défauts, nous les condamnons sévèrement de ne pas avoir nos qualités. Fin de citation. Merci. Alors, tout d'abord, nos assistants n'ont pas recours à Internet, contrairement à vous, donc nous ne faisons pas de copier-coller. Ensuite, mon camarade a dit que la soi-disant pédophilie de Michael Jackson était montée de toutes pièces et vous n'avez pas écouté, donc ne venez pas de parler Tanner ou je ne sais quoi. Ensuite, ajoutons à cela que vous n'avez aucune maîtrise du sujet et comme on dit, les vrais contemplateurs reconnaissent les vrais artistes. Et nous disons ensemble que vous n'êtes pas des vrais contemplateurs. L'art et la vie personnelle font bon ménage. C'est un fait. Ils sont aussi inséparables que les deux doigts de la main. Vous ne me croyez pas? Allez-y, citez-moi un meilleur duo, je vous attends. Je vois que vous êtes dans l'incapacité de le faire, tout simplement car vous ne comprenez rien. Et comme on dit, comprendre c'est dominer. Et sur ce coup-là, vous ne dominez pas du tout. Par ailleurs, la musique est un art, chose que j'affectionne tout particulièrement. Je vais vous poser quelques questions. Vous est-il déjà arrivé d'écouter une chanson et d'être ému jusqu'aux larmes? Avez-vous déjà été à un concert qui a fait d'une misérable journée le plus beau jour de votre vie? Vous est-il déjà arrivé d'écouter les paroles d'une chanson et d'avoir l'impression qu'elle parle de vous? Je pense que la réponse est oui. Car, c'est bien connu, la musique adoucit les mœurs. Elle a le pouvoir de nous émouvoir et de nous transformer. Pourtant, il semblerait que la musique actuelle n'a plus les mêmes effets mobilisateurs. Souvenez-vous de l'américain Bob Dylan, dont les sentiments pacifistes ressentis à travers ces musiques se perdent de plus en plus et sont de plus en plus rares. À cause de qui? Eh bien, c'est à cause de personnes comme vous qui prétendent que l'artiste doit faire abstraction de sa vie personnelle lorsqu'il élabore son œuvre, que ce petit peps, ce petit grain de folie n'est pas le bienvenu. Non mais, vous rendez-vous compte de la gravité de vos propos? Ce que vous me dites là, c'est une catastrophe naturelle, une extermination de la race humaine, un véritable génocide humanitaire. Heureusement pour vous que Amy Winehouse est morte depuis longtemps, car si elle vous entendait aujourd'hui, elle porterait plainte pour diffamation. Et c'est qui va se retrouver au cachot? Eh bien, c'est vous, chers opposants. Séparer l'œuvre artistique de la vie personnelle, ce n'est pas la chose à faire. Nous ne voulons pas que les classiques musicaux deviennent de la pollution auditive et de doux sens. Non, ce n'est pas ce que nous voulons. Au contraire, nous voulons que l'artiste puisse exprimer son opinion librement, qu'il laisse libre cours à ses pensées et qu'il fasse de son œuvre son bébé. Car le bébé, et quand ce bébé grandira, qu'il deviendra enfant, nous le savons tous, il portera les traits de caractère de soit sa mère, soit son père, ou les deux réunis. Donc, considérons dans ce cas-là que l'artiste est le tuteur légal de son œuvre. La question est d'autant plus soulevée lorsque l'œuvre est idéologique. Imaginons ensemble, s'il vous plaît, un compositeur qui crée une symphonie. Cette symphonie qui a été créée à la gloire de telle ou telle mauvaise conviction. Est-ce que la beauté de cette symphonie est-elle séparable de son contexte? Bien sûr que non. Et nier ceci, nier le contexte de cette œuvre, c'est tout simplement dénaturer cette œuvre. Car si la fille de Victor Hugo n'était pas morte, il n'aurait jamais écrit les Contemplations. Si Van Gogh ne souffrait pas de délire, il n'aurait jamais peint de tels bijoux. Si Maupassant n'avait pas de déficience mentale, il ne serait pas devenu l'un des grands noms de la littérature française. Et enfin, si
George Sand n'avait pas eu une vie amoureuse aussi tumultueuse, elle ne serait pas devenue une génie du crayon. Merci.